Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. C'est LP. Aujourd'hui, on continue notre top 100 de tous les temps et on vous présente les numéros 40 à 31. 31. On commence à se rapprocher de la fin. Ouais. Il va commencer à avoir des bons jeux sur cette liste-là. Ouais, puis de plus en plus de croisements entre nos listes, je pense. Donc, on commence ça. C'est parti. Pour mon numéro 40, on y va avec un gros jeu de Simon pour commencer. Okay. Quoi de mieux qu'un gros jeu d'Eric Lang? C'est Godfather, donc l'Empire de Corleone. Okay. Donc un jeu de placement d'ouvriers avec du contrôle de territoire. On est dans le film Le Parrain. Okay. Un jeu quand même, pour un jeu euro, là, extrêmement thématique. Ouais, il est très très take date. Là, moi j'en ai parlé, je l'avais nommé 51. Ouais. Fait que c'est un jeu très très take date. Là, quand faut pas que le genre de jeu où tu perds tous tes ouvriers sur un coup de tête, ça t'empêche d'avoir du plaisir parce que ça va arriver dans ce jeu-là. Ah oui, c'est un jeu qui mélange la prise d'action, tu as des actions à prendre, tu as des contrôles de territoire à calculer aussi, tu as la résolution de mission, tu as des petites cartes missions que tu vas ramasser des ressources, tu as une gestion de ressources à faire en fait. Tout ce que tu as, c'est représenté par des cartes, autant les personnages, l'argent, les ressources. Fait on sait que tu as beaucoup de cartes en main, mais je sais pas qu'est-ce que tu as dans les mains. Ouais, puis la façon de compter les points, c'est l'argent que tu vas réussir à sécuriser dans ton coffre, qui est physiquement une petite mallette en métal. C'est vraiment cool ça. Puis tu sais jamais qui est en train de mener, puis là on dirait qu'un joueur va venir t'attaquer, puis là t'es comme oh tu m'attaques, mais là je vais aller t'attaquer, mais c'est vraiment pas lui qui lead le jeu. Ouais, ça arrive souvent qu'il y a deux personnes qui finissent par s'arracher la tête l'une l'autre. C'est un troisième qui à la fin du jeu on réalise qu'il a gagné par 20 points. Ouais, ils se font une guerre de territoire quasiment. Ça fait mafia, je trouve. Ouais, c'est très la thématique est très très réussie. Eric Lang est fort là-dessus. Là. La thématique est très bien implantée. Le matériel est évidemment très bon. C'est sûr que c'est un jeu qui est quand même dispendieux. Oui. Bon, parce qu'on a quelques figurines, tout ça, les boîtes en métal, mais ça reste un jeu super agréable. J'ai vraiment aimé la dynamique, placement d'ouvriers versus le contrôle de territoire qui va me servir à contrôler les zones pendant la partie pour gagner des bénéfices, des ressources, mais qu'à la fin de la partie, ça peut aussi me donner des bonus de points si j'ai contrôlé cette zone-là le plus souvent possible ou quoi que ce soit. Pendant la partie, Donc, vraiment cool. Le Parrain, donc allez essayer ça. C'est mon numéro 40. Dans mon cas, mon numéro 40 est un deck building coopératif. Ouais, un autre. Faire changement. Je pense que c'est mon seul de cette liste-là de 10. La prochaine, c'est 10. C'est un deck building coopératif. Dans le fond, il y a une version Legacy qui s'en vient de ce deck building-là. Son principal défaut, c'est la qualité de ses composantes, que autant la qualité des cartes que la qualité des jetons, qui sont donc les plateaux à l'intérieur du jeu, est bof. Le visuel est correct, là, mais la qualité des composantes est bof. C'est un jeu qui s'appelle Aeon's End. La particularité de ce jeu-là, ben, d'abord, c'est assez classique là, dans sa base. Là, on prépare un marché au début de la partie comme un Dominion. On a des espèces de machines qui vont combattre des grosses créatures qui viennent d'un autre plan qui veulent péter le monde. Puis on va jouer à tour de rôle en jouant nos cartes. On va faire des sorts qui vont attaquer les gros vilains. Le vilain va avoir des espèces de minions qui vont se placer devant lui, qui vont faire des effets à tous les tours de jeu. Ouais, puis on peut avoir des vilains différents de partie en partie. C'est ça. Mais les particularités, c'est il y a beaucoup. Les vilains ont vraiment ça donne une impression différente sur la partie, radicalement différente selon le vilain qu'on choisit. Il y en a qui vont racheter des cartes dans notre deck, méchantes, des cartes de corruption qui vont scraper nos tours de jeu. Il y en a un autre qui va juste nous frapper fort. Il y en a un autre qui va accélérer le temps puis qui va jouer de plus en plus vite puis qui va faut le battre avant qu'il joue tellement vite qu'on soit plus capable de le contrôler. Fait qu'il y a des mécaniques très différentes d'un vilain à l'autre. Fait que c'est une belle variété dans le jeu. Puis surtout, il y a des petits twists qui rendent le jeu particulier. Dans ce jeu, tu ne brasses pas tes cartes. C'est assez rare, ça, dans un deck building. Si tu ne brasses pas tes cartes, fait que quand tu as fini ton tour de jeu, c'est toi qui décides dans quelle ordre tu places tes cartes dans ta défausse, dans ce que tu as joué. Parce que comme tous les deck building, toutes les cartes que tu as jouées vont dans ta défausse. Puis là, quand tu as brassé ta défausse, lui, c'est que tu fais juste la virer dans l'autre sens. Fait que l'ordre dans lequel tu as placé tes cartes dans ta défausse est important. Puis ça fait aussi que si tu réussis à créer un combo entre 3 cartes, puis tu finis par te les placer pour qu'ils soient ensemble, tu vas toujours les piger ensemble, ces 3 cartes-là. Ils se brasseront pas. Fait qu'il est satisfaisant comme deck building. Il y a aussi la particularité que tu peux garder des cartes dans ta main d'un tour à l'autre. Les cartes que tu n'as pas jouées, tu les gardes.
Fait que si tu veux te créer un combo, tu peux la garder la carte en attendant que l'autre elle ressorte. Fait que là, tu les mets les deux ensemble, tu les joues, tu les mets dans ta défausse, puis ils restent ensemble le reste de la game. Tu peux faire ça. Ouais, parce que la plupart du temps, un deck building, tu sais, je m'achète des cartes qui vont bien ensemble, mais là, je brasse mon deck. Mais ça se peut que dans la partie, j'ai sorti une fois ensemble. Donc, parce que ça ça pas pantoute, fait que mes 3 cartes, c'est comme décevant. Ils ont toujours sorti dans 3 mains différentes. Ça, là, ça arrivera pas. Tu peux t'y faire, tes mains. Sauf que le jeu il est difficile pour cette raison-là. Les boss sont difficiles, les vilains sont difficiles. Ils ont beaucoup de points de vie, ça prend beaucoup d'énergie pour les tuer parce qu'ils calculent qu'à un moment donné, tu vas en avoir des bonnes mains. Puis la troisième particularité que j'aime bien, c'est que les tours sont aléatoires. Si tu joues à 4 joueurs, par exemple, tu vas prendre 2 cartes qui représentent les tours de jeu du vilain. Tu vas prendre une carte par joueur, tu vas brasser ça dans un paquet, puis tu vas juste les révéler. Fait qu'on sait pas dans quel ordre on joue. Je peux pas calculer que, ok, moi je vais faire tel truc, David, tu feras ci. Ensuite, l'autre, toi, tu veux telle carte, on va te la garder. Puis là, après, le méchant va jouer, on a le temps. On peut pas. Peut-être que moi, je vais jouer, puis le méchant va jouer 2 fois tout de suite après moi. Fait que si je calculais, si je veux laisser un minion là, parce que c'est mieux que ça soit toi qui est dessus, ben je prends le risque que le minion il joue 2 fois avant que ça soit à toi. Mais peut-être que ça va être toi le prochain aussi. Fait qu'il y a une partie imprévisible qui rend le jeu très agréable. C'est des belles petites twists. Oui, ils ont des belles petites twists. La façon que les sorts marchent, c'est intéressant. Il y a beaucoup de variété dans le jeu. Fait que c'est vraiment un très bon deck building. J'assume que la prochaine fois qu'on fera un top 100, d'après moi, là, je suis en train de l'explorer. Je joue beaucoup de ce temps-là. Fait que d'après moi, il va me mettre plus haut la prochaine fois que je vais faire un top 100. Ça peut-être avoir joué à la version Legacy. Je vais probablement avoir joué la version Legacy. Oh. Donc, voilà mon numéro 40, And End. Mon numéro 39 est le premier d'ailleurs d'une série de 3 jeux consécutifs qui ont déjà été nommés. C'est un placement d'ouvriers où on construit une station spatiale, où on a des petits extraterrestres qu'on peut moduler. Ça s'appelle Chimera Station. Fait que j'en parlerai pas très longtemps, David en a parlé en masse tantôt. Mais c'est ça, j'adore le fait que dans ce jeu-là, on progresse lentement l'environnement dans lequel on peut placer nos ouvriers. Au début, on a juste quelques sélections d'actions qu'on peut faire, puis plus ça avance, plus on a un plateau qui est gigantesque avec des espèces de possibilités de combos extraordinaires. J'adore le fait, évidemment, qu'on peut moduler ses ouvriers, fait qu'on peut personnaliser selon ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas dans les placements d'ouvriers. Moi, par exemple, j'aime pas les actions qui sont bloquées. J'aime pas ça que « Ah, c'est là que je voulais aller, t'es là ». C'est ce que je voulais faire. Ben, je peux mettre des pinces sur tous mes ouvriers. Fait que moi, je consacrerai plus d'énergie à avoir de la bouffe pour qu'ils mangent, mais je vais tout tasser quand je vais vouloir aller quelque part. On n'a pas de problème. Il y en a un, c'est qui marque beaucoup de points de victoire quand il prend des actions. Il y en a un, c'est qui génère beaucoup de ressources. Il y en a un, c'est que tu n'as pas besoin de les nourrir. Puis tu peux les personnaliser. Je peux mettre des pinces puis des feuilles sur le même. Ouais, tu peux mettre 2 améliorations. 2 améliorations sur le même. Mais si t'en mets 2 pareils, comme plus fort. Ouais. Puis j'aime beaucoup, il y a une action qui est la station contrôle centrale, que j'adore comment elle fonctionne. Parce qu'un des principes de ce jeu-là, c'est que je peux investir des ressources pour construire des nouvelles unités. Puis quand je construis des nouvelles unités sur le plateau qui valent beaucoup de points de victoire, je vais scorer les points de victoire au moment où je la construis parce que je participe à la construction de la station spatiale. Puis généralement, c'est les unités, plus ils valent de points de victoire, plus ils ont des actions puissantes dessus. Sauf qu'il y a une des actions qui dit, si je vais prendre cette action-là, je vais scorer la valeur en points de victoire de chaque bâtiment qui est occupé par des adversaires. Fait que si moi je vais faire juste les actions des bâtiments puissants, je vais prendre ce bâtiment-là, lui vaut 5 points de victoire, puis je vais faire son action dessus. Je score les points juste au moment où je le construis, mais après, son action est forte. Je vais faire cette action-là, je vais faire l'action qui est forte là, l'action qui est forte là, l'action qui est forte là. Bon, ben moi je vais aller faire l'action qui fait que je score des points pour tous les bâtiments qui sont occupés par des affaires. Clac, je viens de scorer 40 points. Vraiment. Il y a cette partie-là que si moi j'essaie de prendre juste des petites actions sur des petits bâtiments ordinaires, mais au moins l'action qui va rapporter des points de victoire à l'adversaire est moins forte pour mon adversaire. Fait qu'il y a un aller-retour intéressant dans ce jeu-là, puis qui est pas facile à gérer, mais qui est relativement facile à apprendre parce qu'il est graduel. Au début du jeu, j'ai pas tant de choix que ça, puis au fur et à mesure que les choix se rajoutent, on a le temps de les maîtriser. Ce qui est cool aussi, c'est que quand tu construis un bâtiment dans la station, tu as l'opportunité d'aller directement avec cet ouvrier-là sur ton bâtiment. Fait que c'est cool, je le construis, je score des points, mais en plus, je l'utilise tout de suite. Fait que ça bloque pas non plus la place pour aller construire. Fait que là, tu as tout le temps le premier choix sur le bâtiment. Fait que tu as intérêt à aller construire la station pour plein de raisons. Fait que ça fait que la station elle progresse vraiment bien. Puis quand tu places ta tuile, elle a un petit bonus aussi sur l'endroit de ta place sur le board. C'est ça, tout le board il est rempli de différentes tuiles, de différents bonus. Fait que je peux essayer, puis plus les emplacements pour construire des bâtiments sont éloignés du centre, plus le bonus il est cher. Fait que tu as toujours le choix de, si je le construis là, ben je donne le choix de construire sur l'autre bâtiment qui est encore plus loin, qui est encore plus gros le bonus. Je suis pas sûr que c'est ça le jeu, mais c'est vraiment ça que j'ai besoin. Alors, il y a vraiment plein d'options intéressantes dans ce jeu-là. C'est un placement d'ouvrier que j'adore. Chimera Station.
Moi, mon numéro 39, j'y vais dans la lignée des jeux d'escape room qui ont été assez populaires dans les dernières années. C'est lequel? Donc, j'y vais avec Unlock. Donc, Unlock, qui est un jeu qui demande une application. Une application où on va devoir entrer des codes, où on peut aller chercher des indices, on peut avoir des espèces de petites machines aussi, des énigmes à résoudre là-dedans. Unlock, en fait, c'est un deck de cartes qu'on va avoir tout simplement avec des cartes qui sont numérotées ou des cartes qui ont des lettres. Et on va, au début de la partie, on va révéler une pièce. C'est comme la pièce où on débute le scénario. Puis là, il va y avoir des numéros d'inscrits. OK, là, il y a un bureau là, puis il y a le numéro 7 sur le bureau. Puis là, je vais prendre mon paquet de cartes. Je vais aller chercher le numéro 7. Ah, il y a un livre sur le bureau. Fait que là, tu vas aller chercher des cartes comme ça. Tu vas révéler les cartes qui sont dans ta pièce. Puis tu vas tenter de progresser dans le scénario pour habituellement t'échapper de l'endroit où tu es enfermé. Mais Unlock, ils ont quand même fait plusieurs boîtes. Là, puis chacune des boîtes a comme 3 scénarios. J'ai fait les 3 premières boîtes. J'ai quand même fait 9 scénarios de Unlock plus 1 ou 2 scénarios promo aussi. La 4e boîte arrive très bientôt ici en Amérique du Nord, elle arrive tout un peu plus tard qu'en Europe. Mais ils trouvent quand même le moyen de se réinventer et de faire des choses qui sont originales ou qui sortent un petit peu du concept du escape room. Il y en a un qui c'est un espèce de meurtre et mystère, une enquête. Fait que, on a l'aspect énigme, escape room, on a aussi l'aspect que, il faut trouver le meurtrier, puis à la fin, on va pouvoir dire c'était qui le meurtrier, tout ça. Donc, je trouve que c'est le fun qui continue d'améliorer le concept, de pousser ça un peu plus loin. Des fois, il y a des choses qui sont cachées dans les cartes, des petits numéros cachés ou des choses comme ça. Des fois, il y a des choses qui sont vraiment pas évidentes. Moi, je suis vraiment pas bon en observation, pour vrai. Puis il y a des choses que je ferais jamais, même si quelqu'un me le dit, ben oui, si tu mets ces 2 cartes-là ensemble, tu vois, ça fait 10 shift à l'affaire. Je suis comme, non, moi, je le vois pas. Fait que c'est important d'avoir une équipe complémentaire. Balancé, Donc, ça prend quelqu'un qui est bon dans ce style d'affaires-là, de voir des chiffres un peu partout, d'être bon en observation. Ça prend des gens qui sont un peu plus en logique aussi, ou des choses comme ça. Fait qu'essayer d'être quand même plusieurs à faire ce jeu-là. C'est un jeu qu'on recommande 1 à 6 joueurs. 4, c'est un sweet. 3, 4, ça reste le best. Plus que 4, il y en a qui s'emmerdent un peu autour de la table. Il n'y a pas assez de matériel ou d'énigmes en même temps pour tout le monde. 1 ou 2, c'est ça, on peut manquer un peu de cerveau autour de la table. Des fois, si on bloque sur quelque chose, c'est bon d'avoir une 3e ou une 4e personne. Donc, Unlock, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer tous les scénarios que j'ai joués jusqu'à date, puis j'ai hâte de découvrir les nouvelles boîtes. Donc, un système vraiment le fun, puis j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous emmener dans le futur. Donc, mon numéro 39. C'est bon. Pour mon numéro 38, j'y vais avec un jeu qui est basé sur une télésérie. OK. Un jeu qui est un classique dans mon groupe de joueurs, qui est dans les débuts que je me suis intéressé aux jeux de société. C'est un des jeux qu'on a joué beaucoup. Ça se passe tout dans l'espace? C'est dans l'espace, c'est un jeu qui peut avoir des traîtres. Des traîtres robots. Des traîtres robots, des méchants Cylons. Donc c'est Battlestar Galactica. Un gros jeu de Fantasy Flight, un jeu qui va durer 3 heures. Ça, c'est un jeu de 3 heures et demie. 2005, là, ça fait longtemps. Là. Ça fait longtemps qu'il est sorti le jeu. Il y a eu 3 extensions dans le jeu. Donc, un gros jeu où on va devoir jouer des cartes, en fait, pour pouvoir résoudre des crises qui vont arriver à chacun des tours. Mais les cartes qui sont jouées pour résoudre les crises sont cachées. Fait qu'évidemment, le joueur qui est le traître, le Cylon, il peut quand même jouer des cartes qui sont mauvaises pour Pour ceux qui connaissent, c'est la même mécanique qui a été récupérée dans un jeu comme Dead of Winter. Là, où les cartes qu'on contribue à la crise du tour en jeu, on les brasse puis on les révèle une par une. Fait qu'il y en a toujours une ou 2 mauvaises dedans. Puis on fait bon, il y a un traître parmi nous, évidemment. Dans celui-là, il y a aussi comme qu'on appelle un deck de destinée, en fait. C'est qu'on va toujours mettre 2 cartes aléatoires. Dans le jet. Fait qu'il peut toujours avoir des cartes négatives, donc on sait pas trop si c'est les cartes aléatoires qu'on a mis ou si c'est quelqu'un qui a vraiment saboté la crise. Donc les joueurs qui sont les traîtres, peuvent essayer de rester cachés puis de saboter comme ça à petit feu, mais peuvent aussi se révéler, puis à ce moment-là, ils vont aller dans leur vaisseau robot, puis ils vont pouvoir prendre des actions pour justement nuire aux joueurs toute la partie. Fait que les 2 stratégies sont viables. Ce qui est vraiment particulier dans Battlestar, c'est qu'on reçoit une carte de loyauté au début de la partie. Fait que je suis soit un humain, je suis soit un robot. Mais à la moitié de la partie, on va recevoir une 2e carte de loyauté. Fait que oui, ça se peut qu'en plein milieu de la game, tu réalises que finalement tu étais un traître puis que tu ne savais pas. Ceux qui ont quitté la série comprendront à quel point c'est thématique. Mais ça se peut que tu réalises en plein milieu de la partie que finalement je suis un traître. Fait que ça fait que pendant la première moitié de la partie, il n'y a personne qui veut vraiment être trop efficace dans le succès. T'sais, on fait attention, on dit hey, on pourrait régler telle grosse affaire.
Ouais, on va attendre un tour de plus au Kokuzu. Pourquoi? Ben, t'es un traître? Non, mais peut-être plus tard, oui. Ouais, fait que là, ça met une espèce de climat de suspicion autour de la table. Puis là, ok, mais là, tel joueur, il fait des affaires louches, mais c'est peut-être parce qu'il veut pas que ça aille trop bien au début. Il est pas nécessairement un traître. Mais là, les autres joueurs peuvent l'accuser, on peut le lancer en prison pour le ralentir, il permet de jouer moins de cartes. Donc, il y a vraiment plein d'affaires qui vont s'installer autour de la table. Finalement, on est peut-être tous des humains, mais on va peut-être se nouer les uns avec les autres. Ce qui est arrivé dans la dernière partie qu'on a joué, on n'a pas mis le bon monde en prison. Non, vraiment pas. Donc, sauf un. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est un jeu qui va vraiment chercher la thématique de l'univers qu'il utilise à fond. C'est une série télé que j'ai adoré écouter, que je suis un grand fan. Donc le board game va vraiment me faire revivre des beaux moments. Chacune des crises va être inspirée d'un moment dans la série aussi. Chaque joueur a un personnage aussi qui est un personnage de la série, fait que t'as une petite habileté spéciale. Moi j'étais le commandant dans la dernière partie que j'ai joué, fait que moi j'avais le contrôle sur les missiles nucléaires du vaisseau. Donc, on a aussi un pouvoir qu'on peut jouer une fois par partie qui est vraiment fort. Donc, vraiment plein d'affaires qui sont intéressantes. Son défaut, c'est que bon, c'est un jeu qui est quand même assez long. Ça prend des joueurs qui sont très motivés à y jouer. Étrangement long à expliquer pour la simplicité des règles. C'est tellement de petites choses qui peuvent se passer que c'est important de toutes les savoir parce qu'il y a un traître. Fait qu'on peut pas. Si tu commences à poser des questions, ouais, donc le traître, tu sais, quand t'as la là, ça fait tu peux faire ça. Fait qu'il faut que tu le saches au début de la partie, mais les tours sont relativement fluides. Donc, ça reste pour moi un classique. Donc, Battlestar Galactica, mon numéro 38. Moi, je pense que je pouvais pas, pour mon numéro 38, je pouvais pas aller plus à l'opposé de ça en termes de complexité, de lourdeur et de longueur. Moi, le Battlestar, c'est un jeu qui a des milliards de pièces, qui prend 3 heures à jouer une partie, puis qu'il y a 3 livrets de règles pour expliquer le jeu. Moi, c'est un jeu qui a 16 cartes, des jetons, puis qui rentre dans une poche. Oh, une petite poche de velours. Une petite poche de velours. Ça s'appelle Love Letter, c'est la version Batman, plus spécifiquement, qui est selon moi la meilleure dans les Love Letters. J'ai joué, j'en ai essayé 3, je pense. Il y en a 4 ou 5 qui existent, mais parmi celles que j'ai essayé, c'est la meilleure que j'ai trouvée. C'est vraiment un petit jeu de bluff, extrêmement simple. David l'a déjà nommé précédemment, là, dans les 70 quelque chose. Là. C'est un jeu de bluff extrêmement simple. On reçoit une carte en début de partie, puis quand c'est le tour de jouer, on en pige une deuxième, puis il faut jouer une de nos 2 cartes. Puis l'idée, c'est de survivre un round au complet, puis d'avoir la carte la plus élevée, ou d'éliminer tous les joueurs pendant un round. Chaque round qu'on gagne, ça nous rapporte un point. Le premier qui est à X nombre de points, je pense que c'est 7 dans le jeu de base. Batman, c'est 7, ouais. Mais tu sais, on peut faire des parties plus longues à 5, à 9, puis on peut en faire des plus courtes à 5 si on veut. Mais normalement, c'est 7. Puis après, ben, c'est juste quand on joue sa carte, moi je joue une carte que je compare la carte qui me reste avec un autre joueur, puis on élimine le plus bas des deux. Fait que c'est d'essayer de deviner qui a quelle carte autour de la table, qui semble ne pas vouloir se débarrasser de sa carte absolument. Il doit avoir le Joker dans les mains, fait que je vais essayer de viser que le Joker. Il y a une des cartes qu'on peut essayer de deviner quand on la joue, on peut essayer de deviner. La carte de Batman. Qui a quoi, la carte de Batman? Je dis, t'as Bane dans les mains, oui, t'as Bane, bon, je t'arrête, je fais un point, puis t'es out du round. Fait qu'on peut scorer des points plus rapidement comme ça. C'est un petit jeu de bluff, ça prend quoi, 10 minutes de jouer une partie, 15 minutes de jouer une partie. On peut en aligner plusieurs rapides. Le graphisme des cartes, mais de rien, il est quand même cool. C'est des personnages issus des bandes dessinées, là, Bane, Robin, Two-Face, etc., Batman, Catwoman. C'est un jeu simple, facile à expliquer, ça sort à peu près n'importe où, on peut jouer sur une pause à l'école, etc. Fait que c'est intéressant. C'est probablement mon filler, là, mon jeu light là, préféré, Love Letter Batman, en numéro 38. Excellent choix. Mon numéro 37 est un jeu de Simon, un gros jeu de figurines où on doit taper du zombie qui a déjà été nommé il n'y a pas si longtemps dans la vague précédente. C'est Zombicide. J'ai pas spécifié un Zombicide en particulier. Là, ça peut être autant l'univers Zombicide, là, ça peut être autant le contemporain que le Black Plague. Parce que le Black Plague, il y a une règle qui a été modifiée qui améliore grandement le jeu, mais rendu là, on peut appliquer la règle maison de façon rétroactive à l'autre, puis les deux vont s'équivaloir. Fait qu'après, c'est vraiment l'univers que vous préférez. Aimes-tu mieux être un chevalier qui tape des zombies avec une épée et un bouclier, ou un gars qui tape des zombies avec une chainsaw et un lance-flamme? Après, choisis ton univers. Mais les deux jeux, écoute, c'est honnêtement, c'est des jeux qui ont des gros défauts au niveau mécanique, pour vrai, mais qui a ce que j'appellerais le fun factor est rarement égalé comme dans Zombicide. C'est des jeux super accessibles, parce que c'est des gros jeux, quand même assez lourds au niveau des actions qu'on doit prendre, la durée de la partie, du matériel à gérer. Très simple au niveau des règles, fait qu'il y a une espèce de paradoxe là-dedans. Puis j'ai pas encore rencontré quelqu'un qui, après avoir joué une partie de Zombicide, il a fait comme si c'était plate. Ouais, c'est ça. Puis c'est un jeu, c'est quasiment un board game de party.
Zombicide. Ouais, c'est ça, on sort ça quand on veut une soirée un peu légère. On veut jouer un gros jeu, mais... On veut jouer longtemps un jeu. Jouer longtemps, mais sans se casser pas la tête. Casser le basic. Parce que littéralement, on va se pitcher dans un coin, on tape 3-4 zombies qui nagent, on se fait mordre, c'est pas grave. On continue, on fouille à telle place, on trouve un sort méga puissant, que là on peut tout péter pendant une couple de tours. C'est un jeu extrêmement agréable. C'est tantôt qui pogne ça, ces gros sorts-là en plus. Ouais, c'est tout le temps moi qui pogne. C'est parce que je place le paquet de cartes. LP est toujours rendu au maximum d'XP, puis nous autres on est comme dans le jaune. Mais ouais, c'est un jeu, tu sais, les composantes en plus, c'est immense, extraordinaire, les composantes sont super belles. Quand on a les versions Kickstarter, il y a plein de clins d'œil à la culture populaire avec les personnages qu'on a, les ennemis qu'ils ont. Tu peux avoir Dracula comme nécromancien dans la version Kickstarter, tu peux te faire un team de Rockstar littéralement en ayant David Bowie, George Michael, Freddie Mercury, puis le chanteur Deathmaster, le personnage, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Tu peux jouer les acteurs de Big Bang Theory. Tu peux jouer les acteurs de Big Bang Theory dans la version Zombicide ou les acteurs de Stranger Things dans la nouvelle version Zombicide. Fait que tu sais, il y a plein de clins d'œil à la culture populaire. C'est un jeu simple, efficace, avec les gens ils ont du plaisir. C'est un chuck the die là, en anglais. C'est un jeu que tu roules des dés en quantité industrielle. J'ai déjà roulé 32 dés pour faire une action d'attaque. Tu pitches une batterie de dés, puis là, wow, j'ai tué 20 zombies d'un coup. Il y a un effet de masse, là. Je sais pas comment le qualifier, mais il y a quelque chose de spécial. Le plaisir est là. C'est un gros jeu grand public. Ouais. Avec les gens, il y a beaucoup de gens qui vont aimer cet aspect-là. J'ai beaucoup de gens à qui je l'ai fait jouer qui l'ont acheté par la suite, une des différentes itérations de Zombicide. Fait que très bon jeu, très efficace. Je me suis retenu pour pas backer la version dans l'espace, là, c'est le prochain Zombicide qui sort. Mais là, t'as toutes les autres. J'ai toutes les autres, j'ai toutes les extensions, j'ai tous les Kickstarter. Fait que du stock de Zombicide, je dois en avoir pour 1500$. Fait que je me suis dit que c'était assez. Fait que j'ai laissé faire le reste, mais il y en a une autre version dans l'espace qui s'en vient si on aime ça encore. Fait que Zombicide. Mon choix numéro 37. Moi, mon 37, c'est un jeu assez récent qu'on a ramené du Gen Con. Okay. Puis, je sais c'est quoi. Ah ouais? c'est un jeu que je m'attendais à ce que ce soit cool, mais après avoir joué, je trouvais ça encore plus cool à ce que je m'attendais. C'est un rapport avec Disney. C'est un rapport avec Disney. C'est un jeu de cartes dans l'univers de Disney. C'est un jeu qui s'appelle Villainous. En fait, vous allez incarner les vilains de l'univers de Disney. Vous allez jouer Jafar, Capitaine Crochet, Ursula. Moi, j'ai trouvé ça le fun. Une des affaires qui m'a le plus surpris, que j'ai apprécié, c'est qu'ils n'ont pas été chercher les classiques récents. Ça aurait été facile d'aller chercher... Ça vise vraiment le monde de notre génération. Ouais, ça aurait été facile d'aller chercher, mettons, les films des 20 dernières années. La Reine des Neiges ou Cars ou à la limite le Roi Lion ou des trucs comme ça, mais ils ont été cherchés un petit peu plus vieux. C'est vraiment les classiques de Disney, là, les vieux Disney. Là, la Petite Sirène, ils ont été cherchés. Moi, j'ai beaucoup aimé le Prince John. Tu sais, les vieux Robin des Bois avec le renard. Là. Puis le Prince John, c'est un ours ou un tigre, je sais plus trop. Là. Un tigre, je pense. Il y a ça, il y a Maleficent, qui est comme l'icône des vilains Disney. C'est elle, quand on pense ton jeu vidéo Kingdom Hearts, c'est comme elle, la vilain. Donc, vraiment cool d'avoir allé chercher les old school Disney. C'est un jeu de cartes asymétrique. Donc, chaque vilain va avoir son deck de cartes, va aussi avoir son deck de héros associé à son univers. Le deck de héros, c'est négatif pour lui. Ouais, c'est ça. Ils vont venir t'attaquer, évidemment, et t'empêcher de faire ton plan maléfique. Donc, chaque vilain va gagner lorsqu'il va compléter son plan maléfique, qui est différent pour chacun des vilains. Ça, c'est cool aussi. On va avoir une espèce de petit plateau devant nous avec qui est notre royaume, en fait. Il va y avoir plusieurs lieux. Et à chacun des lieux, il va y avoir des icônes d'action. Donc, dans le fond, notre tour, c'est pas compliqué. On prend notre personnage, on le déplace sur un des lieux disponibles. Et on fait les actions. On fait les actions qui sont disponibles là. On peut activer toutes les actions ou choisir celles qu'on veut faire, dans l'ordre qu'on le veut aussi. C'est un peu à la side, là. Je peux pas rester à la même place. Faut que je me déplace de lieu. C'est là que les héros vont venir en ligne de compte. Là, si j'ai choisi l'action de jouer un héros, je vais jouer une carte au héros au hasard d'un de mes adversaires. Puis là, je vais la placer sur une de ses emplacements de royaume. Fait que ça va y bloquer certaines actions quand il va vouloir aller là. Puis là, il n'aura pas le choix de s'occuper de ce héros-là s'il veut optimiser ses actions quand il se déplace. Donc vraiment une belle dynamique dans le jeu-là, j'ai trouvé. C'est sûr que c'est un jeu de cartes. Des fois, il y a un petit aspect chance que si je trouve les cartes qui me font progresser dans ma quête rapidement, mais là, je peux avoir une espèce d'avantage. Mais là, les autres joueurs vont peut-être aller plus m'attaquer parce que je suis un peu plus en avance. En même temps, c'est un jeu qui prend quoi, 45 minutes de jouer une partie? Ouais, c'est ça. C'est pas censé être super long. Fait que c'est pas très grave. Quand c'est un jeu de 3 heures que la chance prend beaucoup de place. Si tu joues un jeu de 8 heures que prend juste la chance, il Rise 10 jeté en tête. Mais vu que c'est un petit jeu rapide, c'est pas très grave. S'il y en a un qui prend un avantage pour la chance, ça fait partie du jeu aussi. Puis le jeu joue comme jusqu'à 6 joueurs, mais
pour vrai, jouer pas plus qu'à 3 ou 4. Là. As-tu essayé 6? Ben, 6, il y a beaucoup de downtime. J'ai pas essayé moi, mais j'ai vu du monde jouer. Ça devient long avant que tu puisses rejouer. Fait que 3 ou 4, je pense que ça reste un bon sweet spot. Puis ça devient agréable, puis ça sera pas trop long non plus. Donc Villainous, j'ai joué une partie avec à peu près tous les vilains, qui ont toutes des façons différentes. Puis bon, j'ai le goût de rejouer justement pour, ok, ce vilain-là, il marche comme ça, puis là j'ai compris comment son deck fonctionne, mais là je vais essayer de gagner avec lui, tout ça. Donc vraiment très agréable, une belle asymétrie dans un jeu qui est quand même pas très compliqué. Mais bon, il est juste en anglais pour l'instant, fait que c'est sûr qu'il y a quand même du texte aller sur les cartes. Il y a quand même du texte. Mais je serais pas, c'est un jeu dans la bannière Disney, là, je serais pas surpris qu'un éditeur le traduise en français dans la prochaine année. Sur la page internet du jeu, sur le site internet du jeu, il demande aux joueurs de voter pour quel vilain on veut voir dans les prochaines extensions. Je pense que j'ai voté pour Scar. Ouais, Scar du Roi Lion. Moi j'ai voté pour la Evil Queen de Blanche-Neige. Ouais. Il manque pas de matériel pour faire des extensions, ça va être facile. C'est une extension, on rajoute 6 nouveaux vilains ou 4 nouveaux vilains, peu importe. Fait que ça va être vraiment cool de voir ce qu'ils vont développer pour ce jeu-là. Donc, Villainous qui s'est rapidement forgé une place au 37e rang de mon top 5. Quand même. Pour mon numéro 36, je vais avec un jeu assez abstrait qui est basé sur un jeu qu'à peu près tout le monde connaît. Donc, c'est un jeu basé sur le Mahjong. C'est le jeu Dragon Castle de Horrible Games. Un jeu où on va avoir une espèce de forteresse de tuiles au début, qu'on peut placer de certaines configurations qui nous donnent dans le livret d'instructions. Et on va avoir un plateau personnel. Dans le fond, on va aller recruter des tuiles à la Mahjong et on va aller ensuite les placer sur notre plateau personnel pour essayer de faire des constructions, essayer de marquer le plus de points en plaçant le plus de tuiles semblables adjacentes pour pouvoir les faire scorer et évidemment ensuite aller placer des espèces de petits toits, des sanctuaires pour pouvoir aussi marquer des points. Donc on va essayer de faire des combos, d'aller les placer nos tuiles de façon à pouvoir scorer le plus de tuiles en même temps parce que dès que j'ai 4 tuiles pareilles qui se touchent, ils vont scorer automatiquement. Fait que là, si je laisse des trous puis que j'en mets autour, puis là, je viens boucher ces trous-là, ben là, je peux scorer 8, 9, 10 tuiles d'un coup pour essayer de faire une espèce de gros combo. Plus je vais en hauteur aussi, plus mes sanctuaires vont être payants. C'est un jeu vraiment simple, vraiment peu de règles. On a comme un choix de 3 actions qu'on peut faire. Soit aller chercher 2 tuiles, soit aller chercher une tuile, un sanctuaire, ou soit aller brûler une tuile pour faire un point. Il faut toujours prendre des tuiles qui sont sur l'étage le plus haut. Puis après ça, on peut aller chercher une tuile dans les autres étages. Il faut que les tuiles soient disponibles. Ça peut pas être une tuile qui est au centre. Il faut qu'il y ait un des deux côtés qui soit libre. Donc vraiment très accessible comme jeu. Ça fait aussi une belle construction sur notre plateau là, avec les tuiles, tout ça. C'est vraiment des grosses tuiles de Mahjong très épaisses, très belles. Super qualité de matériel. C'est un jeu où on peut rajouter des cartes d'objectifs pour faire des points d'une autre façon. On peut rajouter une carte aussi, des espèces d'esprits d'animaux qui peuvent nous donner une action supplémentaire qu'on peut faire en brûlant des tuiles de notre plateau. Fait qu'on peut varier un petit peu nos parties avec ça. Donc très agréable comme jeu. J'ai vraiment adoré ça. Donc Dragon Castle, mon numéro 36. Cool. Dans mon cas, mon numéro 36, c'est un jeu, c'était un jeu qui est passé par Kickstarter. C'était le premier jeu, si je ne me trompe pas, de cette compagnie-là. C'est un jeu dans lequel on doit survivre dans une guerre, mais on n'est pas des soldats. On est des survivants de la guerre, des civils, qui doivent essayer de survivre dans le jeu This War of Mine. This War of Mine, une partie, ça va prendre littéralement 6-7 heures. Là. Fait qu'il y a un système de sauvegarde pour pouvoir la trancher en plusieurs soirées. Puis This War of Mine, c'est basé sur un jeu vidéo. Fait que ceux qui connaissent l'univers du jeu vidéo, c'est le même univers glauque, sombre, négatif, dépressif. Avec des choix difficiles. Avec des choix difficiles qui finalement sont tous des mauvais choix ou à peu près. Ou rarement on a une petite lueur d'espoir qui vient pour qu'on puisse mieux l'écraser plus tard. Fait que dans This War of Mine, dans le fond, le jeu va être séparé en différentes phases. Il faut passer au travers de la guerre civile. Fait qu'il faut survivre jusqu'à temps qu'il y ait un accord de paix qui soit signé. Puis les tours vont être divisés en phase de jour, phase de nuit. Fait que dans la phase de jour, on peut pas sortir de notre maison. On peut aller visiter un peu autour, puis rencontrer les voisins, puis essayer de rencontrer des nouveaux survivants, mais ça se peut qu'on se fasse tirer par un sniper qui traîne dans la ville. Puis sinon, c'est qu'on va s'occuper de notre maison. Fait que là, on est dans une vieille maison tout pété, tout découragé, avec du gravat partout, puis des affaires qui sont arrachées de tous les bords, puis qui sentent mauvaises, avec des trous dans les murs.
Fait que là, on va essayer de réparer ça pendant le jour, puis se construire un petit jardin, puis se construire un petit lit, puis une petite chaise pour pouvoir s'asseoir tranquillement dans le jour. Puis... Fait que là, on a un système de points d'action quand même assez intéressant, puis plus nos personnages sont maganés, moins on a d'action, parce qu'il y en a un qui est malade, il y en a un qui est fiévreux, il y en a un qui manque un bras, il y en a un qui est déprimé, fait que lui, ça ne tente pas de travailler, puis l'autre est dépressif, puis l'autre il a faim. Puis... Fait que chaque joueur va avoir différents marqueurs de conditions qui vont affecter le nombre d'actions qu'il va avoir par tour, chaque personnage, plutôt. Puis après, dans la phase de nuit, ben là, on va décider qui garde la porte à l'entrée. Lui, il dort pas cette nuit, fait qu'il va se fatiguer. Puis là, il y en a qui peuvent aller explorer la ville pendant la nuit pour aller trouver des pièces électroniques, des composants, des armes, etc. À vos risques. À vos risques et périls, évidemment. Puis les autres ne dormiront pas non plus, fait qu'ils vont être encore plus fatigués le lendemain, fait qu'ils vont faire encore moins d'action le lendemain. Fait que c'est un jeu que tu pars mal, ça va mal, puis ça s'empire. Puis ça s'empire encore, puis là, ça va encore plus mal. Puis tu essaies de passer au travers le jeu jusqu'à la fin. Fait que pour l'avoir fait essayer à différentes personnes puis avoir vu différentes critiques, il y en a qui ont détesté ça pour cette raison-là. Puis je comprends pourquoi. Parce que c'est un jeu que tout va mal tout le temps, sans arrêt. Parce que littéralement, c'est un jeu qui est très très narratif. Fait que littéralement, pendant les nuits, tu vas flipper une carte, ça va dire « Hey, t'entends un enfant cogner à la porte, puis il dit « Aidez-moi, aidez-moi! » Fait que là, qu'est-ce que vous faites? Puis tu dis « Ben non, on va y ouvrir la porte, pauvre petit. » Puis t'as une espèce de livre épais de même, un peu à la Tale of the Arabian Night, là, ou le livre dont vous êtes les héros, t'as un livre épais de même avec différents... Si tu ouvres la porte, voler telle affaire. Si tu ouvres la porte, voler telle affaire. Si tu dis non, n'ouvre pas la porte, voler telle affaire. Puis il y a un petit deck de cartes de couleurs, qui ont 5 couleurs dedans, qui vont t'aider à référencier le livret d'histoire. Puis généralement, mettons, si tu flippes le bleu, ça va être moins pire que si tu flippes le noir, là, ce qui va se passer. Mais là, tu vas flipper une carte, puis ça va te donner un numéro, tu vas voir dans le paragraphe, on ouvre la porte, puis là, finalement, le petit gars, il est dans une gang de rue avec 2 personnes, il tire tout le monde, il vole tout votre stock, puis il s'en va, puis le petit gars, il vous rit de vous autres avant de s'en aller. Fait que ça, c'est le genre d'affaire qui arrive dans ce jeu-là, fait que c'est super décourageant, mais de temps en temps, t'en as un petit gars qui avait vraiment besoin d'aide, puis tu fais rentrer dans la place, puis qu'on sauve, puis qu'on retrouve sa mère plus loin dans l'histoire, puis que là, on réussit à ramener un enfant de sa mère. Fait que dans des petits moments comme ça, c'est un jeu extrêmement narratif, très beau au niveau visuel, mais très sombre, tout est noir. Qui peut vous briser le cœur. Oh, il y a des moments très 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 tough si on s'implique émotivement dans l'histoire. Fait qu'on en trouve, fait que c'est des bouts difficiles, il peut y avoir des moments difficiles, il peut y avoir littéralement un personnage que on accueille un nouveau survivant, puis là, cool, on a une nouvelle figurine, puis là, on tourne une carte, puis à la fin du tour, on se rend compte qu'on va le visiter dans sa chambre pour dire « Hey, viens nous aider à construire le lit », puis il est pendu dans la chambre, là, parce qu'il était trop déprimé. Fait que ça peut arriver dans le jeu. Fait que c'est très, très décourageant, mais très satisfaisant autant au niveau mécanique que narratif. Sauf que si les environnements, je dirais, les milieux, les narrations sombres, déprimantes, dépressives, ça vous intéresse pas, passer à côté de ça. Mais c'est un jeu qui est une expérience, je vais le dire comme ça. C'est un jeu qui est une expérience de jeu à vivre, à s'investir. C'est clairement inspiré de la guerre de Sarajevo, là, soit dit en passant, là, au niveau de comment ça se passe. Là. Puis au niveau des narratifs qui se passent, c'est clairement inspiré de ça. Mais c'est un jeu très beau, très efficace au niveau mécanique et au niveau narratif. Il y a des belles règles à l'intérieur, sauf qu'il est tough. Autant pour réussir le jeu qu'il est tough au niveau émotif. Fait que, gardez ça en tête. Mon numéro 36, This War of Mine. Je suis pas sûr que je l'ai bien vendu. C'est le code unique. Je pense que ça va... Moi, j'aimerais ça l'essayer à un moment donné, mais je pense que... C'est une expérience de jeu. Puis il y a beaucoup de gens qui vont jouer une fois puis qui ne voudront pas rejouer, mais qui sont contents d'avoir joué une fois. This War of Mine. Mon numéro 35, c'est un jeu qui a déjà été nommé précédemment, mais ça fait quand même longtemps, ça fait 3 ou 4 segments. C'est un jeu qui s'appelle Roll for the Galaxy. Oh. Moi, j'ai déjà parlé de Race, Roll, que moi-même j'ai nommé précédemment, là, quelque part dans les 60. Roll for the Galaxy, c'est selon moi la version supérieure de Race. J'aime encore assez Race pour continuer à jouer à Race de temps en temps, mais Roll est clairement supérieur, entre autres parce qu'il est plus simple, tant au niveau de l'iconographie. Puis la sélection d'actions, je l'apprécie encore plus. Fait que Roll for the Galaxy, on se construit un empire galactique. Puis la mécanique tourne autour d'un dice building, d'une certaine façon. On va placer des tuiles, on va gagner des nouveaux dés, des dés qui représentent les peuples qu'on a, puis les technologies qu'on développe. Puis on va rouler ces dés-là, puis selon les faces qu'on obtient, on peut déclencher certaines actions. Mais on fait ça derrière un petit paravent secret. Puis on a le choix de prendre un de nos dés, n'importe lequel, pour déclencher une des phases d'action pour ce tour-là. Puis après, on place nos autres dés selon les actions qui sont affichées sur les dés. Mais l'idée est que
l'action que je déclenche, c'est la seule que je suis sûr qu'elle va se passer, ce tour-là. Fait que l'action, par exemple, de, je sais pas, de piger des nouvelles tuiles pour avoir des nouvelles tuiles de construction de planètes que je vais découvrir. Si j'ai roulé 4 dés, que je vais piger des nouvelles tuiles, mais si je la déclenche pas, l'action, ça se peut que personne la déclenche, puis que cette phase de jeu-là, elle se fasse juste pas, ce tour-là. L'action de produire des ressources, c'est la même chose. Si personne ne déclenche cette action-là, ben, ça se peut qu'elle se fasse juste pas. Fait que si je roule plusieurs fois 2 séries de symboles, il faut que je décide lequel des deux je suis sûr. Fait que là, je peux regarder ce que les autres font. Puis lui, il a plus de tuiles, sa civilisation, c'est sûr qu'il va vouloir en piger. Fait que c'est sûr que lui, il déclenche l'action. Fait que moi, je la déclencherai pas, je vais déclencher l'autre que je veux faire. Finalement, je me trompe. Il a voulu faire telle affaire, je viens de perdre 4 dés. Que je vais rebasser au prochain tour, mais quand même, j'ai perdu du temps ce tour-là. Fait qu'il y a un aspect d'essayer de prévoir ce que ses adversaires font. C'est pas du take that, parce que tu peux pas directement faire suer tes adversaires ou très peu. Là. Fait que c'est pas du take that. Mais on essaie de prévoir ce que les autres font, puis le jeu est quand même assez fluide, les composants sont belles, t'as des tuiles épaisses, t'as des petits verres là, de couleurs, faut passer tes personnages, t'as une petite gestion intéressante. Un petit panneau. T'as un petit panneau qui est intéressant, puis t'as une belle variabilité au niveau du jeu, parce que tu vas piger une civilisation au hasard, puis une planète de départ qui vont déterminer comment tu vas commencer ta partie. L'extension est intéressante, elle amène des dés qui sont pas tout à fait wild, mais qui ont 2 valeurs dessus, là, 2 symboles différents sur la même face du dé, fait que tu peux les mettre à différents endroits. Fait que c'est un très beau petit jeu, là. David en avait parlé précédemment, j'en parlerai pas plus longtemps, mais c'est un très beau petit jeu, il est très beau, il est simple à comprendre, beaucoup plus que Rage, beaucoup plus simple à comprendre que Race for the Galaxy. C'est pour ça qu'il lui est supérieur, là, plus rapide, plus simple à comprendre, plus accessible. Race for the Galaxy. Moi, mon numéro 35, je vais avec un jeu de déduction coopératif où un joueur est un fantôme. Ah. Donc, il s'agit de Mysterium. Donc, Mysterium, un jeu d'une beauté indescriptible. C'est Dixit Co-op. Les matériels dans le jeu-là, c'est un des jeux les plus beaux du côté composante. On va avoir une espèce d'écran pour que le joueur qui joue le fantôme puisse placer des cartes avec des petites pochettes. Donc c'est vraiment bien fait. Le visuel dans le jeu, c'est assez hallucinant. C'est des cartes, comme tu as dit, à la Dixit, des cartes qui sont très abstraites, qui ont plusieurs concepts à l'intérieur. Et dans le fond, c'est le joueur qui joue le fantôme qui va utiliser ces cartes-là pour donner des visions aux autres joueurs, qui sont des médiums en fait, qui veulent trouver qui a tué notre ami le fantôme pour qu'il puisse aller reposer en paix. Donc, il veut savoir qui l'a tué, dans quel lieu et avec quelle arme. Donc, ça nous fait penser à Clou. C'est un Clou coop moderne, là, si on veut. Donc, chaque joueur va avoir une combinaison que le fantôme va piger aléatoirement, qu'il va placer derrière son écran. Et après ça, on a un certain nombre de personnages, de lieux et d'armes sur la table. Et le fantôme va devoir donner des cartes de vision aux différents joueurs pour leur faire deviner leur personnage pour commencer, ensuite le lieu et ensuite leur arme. Et on a 7 rondes de jeu pour pouvoir faire deviner à chacun des joueurs, en fait, ces 3 éléments-là. Ça, c'est la première partie du jeu. Une fois que c'est fait, là, on va avoir toutes les combinaisons qui sont là et on va devoir trouver la bonne combinaison. Donc là, on a une espèce de ronde finale où le fantôme va aller choisir 3 cartes de vision et les joueurs, selon leur performance dans la partie, vont pouvoir avoir une ou plusieurs de ces cartes de vision-là pour pouvoir deviner la combinaison finale et l'emporter pour que le fantôme... Oui, s'il y a une majorité de joueurs qui trouvent la bonne combinaison, la partie est remportée. La fin est un peu bizarre la dernière partie, mais que ça fonctionne quand même bien généralement. Puis les joueurs, la façon dont ils performent, c'est qu'ils ont des espèces de jetons. Et pendant la partie, ils peuvent soit approuver ou désapprouver le choix d'un joueur. Donc si un joueur reçoit des visions, puis là moi je pense que j'ai, je sais pas, le chasseur comme personnage, l'autre joueur pourrait dire, ben non, moi ça n'a pas d'allure ton affaire, moi je pense que c'est plutôt tel personnage. Fait que je vais mettre mon jeton pour dire que t'as tort. Là, si j'ai raison que t'as tort, ben là c'est moi qui vais avancer sur la piste. Donc tu peux comme avoir ça va te permettre d'avoir plus de cartes à la fin de la partie. Effectivement. Fait que, tu sais, oui, on peut jaser et tout ça, mais au final, chaque joueur va avoir sa propre décision à prendre. Mais toi, si tu penses que l'autre joueur se trompe, mais tu peux quand même en bénéficier en mettant ton jeton. Donc, un jeu super intéressant. C'est vraiment cool de jouer le fantôme à l'intérieur du jeu. C'est difficile, par exemple. Parce que vu que tu as des illustrations à la Dixit, moi, je te donne une carte parce que y a un arc là, dans le fond de la carte, puis tu es le chasseur. Fait que clairement, tu vas t'en rendre compte. Mais là, j'avais pas remarqué, mais il y a aussi une table avec des jouets en forme de bateau. Ça fit avec la pièce. Tu penses que t'es le marin, parce que la carte en plus est sur fond bleu. Fait que toi, tu sais, des bateaux bleus, c'est clairement le marin. Puis là, t'es là, j'avais pas vu qu'il y avait des bateaux. Puis il y a 72 affaires par carte. Puis tu sais, c'est le genre de carte que t'as des clous qui pleuvent du ciel. Ah oui, c'est complètement pété. Tenu par un bateau en forme de lapin. Fait que tu sais, t'as des cartes weird. Fait que c'est vraiment le style Dixit. Fait que des fois, c'est difficile de
Ouais, ce que j'ai dans mes mains, toi, faut que je te fasse deviner que t'es le chasseur. Comment je vais te faire deviner ça, ce que j'ai dans les mains? Fait que t'as des petits corbeaux, là, tu peux flusher tes cartes. un certain nombre de fois dans la partie, puis flusher toutes tes cartes, puis en piger une nouvelle, mais... J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à jouer à Mysterium, puis c'est un jeu que tu peux jouer à peu près avec n'importe quel type de personne, que ce soit des gamers ou pas, même des enfants. J'ai joué étonnamment une partie chez Bruno, puis c'est sa fille de 8 ans qui a fait le fantôme. Ouais, puis elle a réussi. Elle a vraiment bien joué, puis on était capable de deviner toutes les affaires, fait que tu sais, ça reste vraiment un beau jeu très accessible. Genre de jeu, je pense qu'il faut qu'il se retrouve dans votre bibliothèque de jeux. Donc, Mysterium, mon numéro 35. Good choice. Ça me donne le goût de me le commander. Tu l'as pas, toi? Non, c'est le jeu qui est là. Mon numéro 34, c'est un jeu que tu as déjà nommé. C'est un jeu coopératif. On n'en a pas assez dans nos listes, ces jeux coopératifs. On n'aime pas ça. Donc, c'est un jeu d'Antoine Boza. C'est Ghost Stories que tu as nommé il n'y a pas si longtemps. Ça fait pas longtemps. Donc, Ghost Stories, super jeu coopératif avec un énorme défi. On peut aussi augmenter la difficulté quand on devient bon. Si on devient bon au moment donné. Ah, j'ai essayé une fois au plus difficile. C'était même pas drôle. Ouch! C'était même pas drôle. Donc, un super jeu coopératif qui est quand même relativement simple, que chaque décision est importante aussi. Faut essayer de moduler la chance aussi, pas trop sans se fier aux dés parce que c'est pas évident avec ces dés-là. Les faveurs, les statistiques sont contre les joueurs dans le jeu. Fait que si tu te fies juste aux deux, tu vas perdre. Faut bien utiliser les habiletés de chacun des joueurs aussi. Puis je pense que ce jeu-là, ça gagne à avoir les 4 personnages en jeu. Oui. Fait que même si vous jouez à 2 ou à 3, ben, jouez les 4 personnages quand même collectivement. Donc un joueur peut prendre 2 personnages, quoi que ce soit. Donc une belle synergie quand les 4 sont là, qu'on peut utiliser aussi tout ça. Donc super jeu, style Tower Defense, vraiment excellent. Donc mon numéro 34, Ghost Stories. Dans mon cas, mon numéro 34, comme on a dit qu'on n'avait pas encore assez de jeux coopératifs dans notre liste, j'ai choisi un jeu coopératif qui est, dans le fond, clairement inspiré du jeu vidéo XCOM, mais ce n'est pas XCOM, mais c'est clairement inspiré du jeu vidéo XCOM, où on va contrôler un petit team de commandos qui va affronter des vagues d'extraterrestres, et ça s'appelle Galaxy Defenders. Dans Galaxy Defenders, dans le fond, c'est vraiment la version board game de la partie mission des vieux jeux d'XCOM, ou même du plus récent, à la limite, des plus récents, où on contrôle, comme j'ai dit, il y en a un qui va contrôler un tank, il y en a un qui va contrôler un personnage sniper, il y en a un qui va contrôler un gars qui est bon avec la tech, puis il va y avoir un ovni qui s'est crashé quelque part, puis là, on a une mission à faire, qu'on va aller explorer à l'intérieur de l'ovni, battre les extraterrestres, puis là, on va récolter de la nouvelle tech, puis entre les missions, on va upgrader, on va améliorer nos technologies, on va avoir des meilleures armes, etc. C'est un jeu de campagne. Aspect campagne, ouais. Il y a un jeu, c'est un aspect campagne où on va progresser d'une mission à l'autre, puis notre sniper va avoir une meilleure arme, il va tirer de plus loin, il va devenir meilleur comme sniper. Chaque joueur, son rôle est extrêmement bien défini et très important. Là, le tank il peut vraiment se faire attaquer très souvent avant de finir par tomber, fait qu'il faut qu'il se mette dans le chemin. Puis c'est Ares Game qui a fait ça, puis ils ont un système de gestion d'intelligence artificielle des ennemis extrêmement intéressant où quand un ennemi apparaît, sa carte ennemie est attribuée à un des joueurs, puis c'est ce joueur-là qui gère cet ennemi-là, puis c'est quand ce joueur-là va jouer, en fait l'ennemi peut s'activer à tous les tours de jeu, on flippe des cartes, puis ça détermine quels ennemis vont jouer, mais au lieu que ça soit le gars qui connaît le jeu, qui gère tous les ennemis, chaque joueur reçoit une carte, puis moi, ok, fait que quand cet ennemi-là bouge, moi j'ai sa carte de qu'est-ce qu'il va faire, puis les cartes sont assez précises, là, s'il y a un ennemi à moins de 3 cases, faites à l'affaire, s'il y a un ennemi à moins de 2 cases, faites à l'affaire à la place, s'il y a un ennemi à moins d'une case, voici ce qu'il fait. Fait qu'il y a un mouvement prédéterminé, mais qui est intéressant à gérer. Le système de progression est intéressant, simpliste, mais intéressant. Le système de progression d'une partie à l'autre, puis la trame narrative est super intéressante. Là, c'est vraiment du XCOM, là, des extraterrestres qui débarquent sur la Terre, puis qui veulent tout péter, puis qui veulent contrôler. Puis il y a 3 campagnes qui existent, là. Il y a 2 extensions qui existent. Fait qu'on a une campagne où on les repose la Terre, une campagne où on découvre qu'ils ont une base sur la Lune, puis on va les repousser de là, puis une campagne qu'à partir de la Lune, on s'en va sur leur planète natale pour les péter. Fait que ceux qui ont joué au vieux jeu d'XCOM, c'est les mêmes jeux dans le même ordre, là. Fait que c'est super intéressant, les composantes sont super bonnes, c'est un jeu à figurines, c'est pas de la qualité ciment les figurines, mais c'est tout à fait dessin respectable, puis ton système de progression il est intéressant, tu as une espèce de fiche qui est pas tout à fait un hexagone, mais une drôle de forme, puis tu vas mettre des tuiles autour de ça au fur et à mesure que tu progresses, des tuiles par-dessus quand tu arrives dans les autres campagnes. C'est super intéressant, très beau jeu, Galaxy Defenders, on peut encore le trouver, il est assez dispendieux, mais il vaut la peine si on aime les jeux coop, campagne, science-fiction, avec un système de règles super intéressant. Puis en plus, c'est des dés custom, c'est des dés 10 dans ce jeu-là. C'est le genre de jeu que tu roules, puis il y a comme 3-4 formes par face de dés. Puis là, toi, tu essaies de viser certains symboles. Puis
Puis là, si j'obtiens la petite éclair, je déclenche mon habileté spéciale de sniper, puis etc. Fait que c'est un jeu super beau, super intéressant. Galaxy Defenders, mon choix numéro 34. Mon numéro 33, ben, c'est un peu particulier parce que c'est la version améliorée de mon numéro 34. Wow! Et médiéval, ça s'appelle Sword and Sorcery, c'est la même compagnie, c'est les mêmes règles à 80% à peu près que Galaxy Defenders, le jeu dont je viens de parler, c'est juste que là on est dans un univers médiéval. Fait que le système de règles est similaire, c'est des D10 custom qu'on va utiliser, puis que si on obtient certains symboles, on déclenche les habiletés de nos personnages. C'est un système d'intelligence artificielle où les méchants, la carte qu'on flippe, on la donne à un joueur, puis c'est lui qui gère ce méchant-là quand à chaque fois que ce méchant-là agit. Mais il est amélioré. Le système de progression, j'avais dit pour Galaxy Defenders, qui est un peu simpliste. Celui-là est plus à la fois complexe et profond, mais complexe dans le bon sens, dans le sens qu'on a plus de choix quand notre personnage monte de niveau. On a plus de choix de pouvoir qu'on peut lui donner. Il y a un meilleur choix d'équipement. Dans Galaxy Defenders, le type d'équipement est relativement limité. Le sniper, il y a 3-4 armes qu'il peut avoir tout au long de la campagne. Tandis que là, on peut avoir un paquet d'armes différentes, un paquet d'armures, des objets magiques. On est dans un monde fantastique. Puis il y a l'aspect narratif qui est amélioré. Là, au lieu de lire la mission au début de la game, qu'il y a 2-3 affaires qui se passent pendant la game, puis qu'on lit de quoi à la fin, il y a une espèce de petit livret de numéroté là, avec quand j'arrive sur telle case, va lire la page 3, fait que là, il se passe de quoi, j'ai des choix, ça m'amène à une autre page, un aspect dont vous êtes le héros, fait que l'aspect de narration est très très intéressant. Aussi, l'histoire est assez cool, hein, puis il n'y a pas d'élimination de joueurs, fait que tu peux pas te faire tuer si tu reviens dans un esprit, quand tu te tues pendant le game, si tu reviens en esprit, tu es un fantôme, puis tu peux être ramené si les joueurs sacrifient de l'expérience. Fait que l'aspect est intéressant, il n'y a pas d'élimination de joueurs pendant la partie. Puis les composantes sont juste un petit peu mieux que Galaxy Defenders parce que le jeu est sorti quand même 4-5 ans plus tard. Fait que c'est vraiment une version améliorée mais fantastique de Galaxy Defenders. Fait que si ce que je vous avais dit, vous avez fait « Ah, ça a l'air cool, mais moi, sci-fi, pas plus qu'il faut, j'aime plus médiéval. Oh. » Ah, voilà, je viens de t'avoir. Fait que tu vas t'acheter Sword and Sorcery. Mon numéro 33. Pour moi, mon numéro 33, je dirais qu'il y a un jeu de cartes qui s'appelle Elysium. Un jeu de cartes qui est dans la mythologie grecque, en fait. On va choisir un certain nombre de dieux au début de la partie et on va aller prendre les paquets de cartes de tous ces dieux-là et on va tout mélanger ça pour faire notre pioche. Et dans le fond, on va avoir un certain nombre de cartes sur la table à chacune des rondes. Donc on a une espèce de draft, là, de cartes, de recrutement de cartes qui se fait sur la table. Puis ce qui est particulier, c'est qu'on a des espèces de piliers de temples. On a 4 couleurs de piliers. Puis dans le fond, les cartes coûtent rien. Là. Fait que, je pourrais commencer mon tour, ok, je prends cette carte-là. Mais après avoir choisi une carte, il faut que je sacrifie un de mes piliers. Donc là, je pourrais enlever le pilier rouge. Mais là, les cartes qui demandent, en fait, les cartes, ils ont des prérequis. Il faut que j'ai encore ce pilier-là sur mon plateau pour pouvoir prendre cette carte-là. Fait que, les cartes coûtent rien, mais ils ont un prérequis selon les couleurs des piliers. Fait que là, ça devient intéressant de dire, ok, ben là, je vais sacrifier ce pilier-là parce que, bon, cette carte-là m'intéresse pas ou il n'y a pas de carte qui demande cette couleur-là, fait que je peux le sacrifier. Puis on va aussi aller devoir chercher une tuile qui va nous donner aussi des revenus, qui va nous permettre d'aller faire des espèces de sacrifices, si on veut. Dans le fond, nos cartes, quand on les recrute, sont comme dans notre zone en haut de notre plateau. Il y en a qui peuvent avoir des effets ou des choses comme ça, mais ces cartes-là ne génèrent pas de points. Et il va falloir qu'on amène ces cartes-là dans notre Elysium. Donc c'est comme, dans le fond, c'est comme un héros dans son vécu, le monde n'en parle pas, mais c'est quand il meurt qu'il devient comme une légende. Là. Et dans le fond, quand on va descendre des cartes dans notre Elysium, ces cartes-là vont écrire des légendes qui sont dans le fond des ensembles de cartes. Soit de la même couleur ou des ensembles de cartes du même numéro. Quoi que ça de faire un ensemble de collections, de collecter des ensembles. Effectivement, fait que là, ces légendes-là, c'est ça qui va nous faire marquer des points. Donc là, il y a le dilemme, ok, cette carte-là est vraiment bonne quand elle est en haut parce qu'elle a une super habilité que je peux utiliser. Mais par contre, si je la descends pas, ben là, ça vaudra pas de points. Fait que là, il faut que je trouve le bon timing, ok, c'est quand qu'il faut que je descende ces cartes-là. Puis la partie dure comme 5 rondes. C'est extrêmement rapide. Fait que tu sais, je peux pas passer 3 rondes à pas descendre de cartes parce que j'aime leur pouvoir, parce que je ferai pas de points. Ouais. Fait que c'est vraiment des choix qui sont intéressants. Il y a quand même une belle variété parce qu'il y a, je pense, 8 ou 9 dieux différents, puis on en prend quand même 5 par partie. Mais tu sais, ça fait comme un paquet super gros, puis qu'on prend à peu près ça dedans, là, dans une partie. Fait que peut-être qu'on aurait pu diminuer le nombre de cartes par dieu. C'est un jeu qui a été facilement facile de faire des extensions, en fait. Voici 5 nouveaux dieux, ou voici 4 nouveaux dieux. Je sais qu'il y en avait qui avaient été peut-être en développement, mais que le projet a comme été annulé pour je ne sais trop quelle raison. C'est dommage. Parce que je pense que ça aurait juste pu bonifier ce jeu-là, qui reste quand même un excellent jeu de cartes. Une belle gestion, beau recrutement de cartes, des beaux petits combos à faire, puis vraiment une belle petite expérience de jeu.
un visuel aussi il est beau, le visuel. assez intéressant. Chaque famille de dieux, je pense, a été faite par un artiste différent. Fait que c'est vraiment un beau collectif visuellement qui a été fait. Donc vraiment un beau petit jeu Elysium, mon numéro 33. Pour mon numéro 32, j'y vais dans la frénésie de tous les jeux de Roll and Write. Okay. Et j'ai choisi Railroad Inc. Donc un jeu où on va lancer des dés et on va devoir dessiner les petits chemins de fer et les petites routes qui vont être représentés sur les dés. On a une espèce de plateau effaçable, donc avec des petites cases. Donc on va avoir des entrées qui vont être sur les côtés et on va devoir continuer ces routes-là ou ces chemins de fer-là pour pouvoir essayer de connecter le plus d'entrées ensemble, pour pouvoir faire le plus grand réseau, pour pouvoir faire le plus de points. On peut aussi faire des points avec la route la plus longue, le chemin de fer le plus long, les cases centrales. On a des extensions aussi qui sont dans les bois. Donc en fait, il y a 2 éditions du jeu. Il y a une édition bleue, une édition rouge. Le jeu de base est le même, c'est juste qu'on va avoir 2 extensions différentes dans la boîte rouge, puis 2 extensions qui sont différentes dans la boîte bleue. Fait que si après quelques parties du jeu de base, ben, si on veut de quoi de différent, ben, on peut lancer une extension là-dedans. Ça va ajouter des nouveaux dés qui vont avoir des nouvelles règles. Donc on a une extension avec des lacs, des rivières, avec de la lave, des météorites. Fait que ça rajoute un petit quelque chose de plus, mais même le jeu de base reste quand même intéressant, même après plusieurs parties. Ça reste un beau puzzle selon moi. Puis je trouve comparativement à la plupart des Roll and Write où bon, on lance des dés, on coche des cases, on met des chiffres à quelque part. Je trouve ça plus concret de faire des chemins, de faire un réseau. L'aspect construction de route, je pense que ça rajoute une belle profondeur. Puis ça en fait un puzzle pour moi qui est plus intéressant. Fait que pour moi, c'est un de mes meilleurs jeux de Roll and Write. Donc mon numéro 32, Railroad Inc. Dans mon cas, mon numéro 32 est un jeu de cartes. C'est la suite spirituelle, en quelque sorte, du jeu de cartes du Seigneur des Anneaux qui était sorti il y a quelques années. Ça s'appelle Horreur à Arkham, et là, je parle du jeu de cartes. Horreur à Arkham, dans le fond, c'est très, très narratif. Là, chaque joueur va avoir un deck de cartes, un petit peu comme Pathfinder, dans une certaine mesure, qu'on a déjà nommé. Chaque joueur a un deck de cartes qui le représente. Puis il doit passer au travers d'un deck de cartes, qui est le deck de cartes aventure, en quelque sorte, ou histoire, je ne me rappelle plus trop. Avant qu'il y ait un autre deck de cartes qui est le deck de cartes Doom ou je sais pas quoi, je me rappelle plus du terme. Deck de cartes méchant. Le deck de cartes méchant. Il y a comme 2 decks de cartes qui vont avancer au niveau narratif, puis nous autres, il faut passer au travers le deck de cartes objectif avant que le deck de cartes maléfique passe au travers. C'est comme une course. Ouais, c'est comme une course entre les deux. Puis on va avoir des cartes qui vont représenter les différents lieux qu'on peut aller visiter. Fait qu'on a un petit marqueur qu'on se déplace physiquement sur un certain nombre d'actions par tour. On va se déplacer notre marqueur sur ces lieux-là. On va avoir à prendre des actions pour tenter d'enquêter sur ces lieux-là. On est dans l'univers de Cthulhu. Fait qu'on va enquêter pour empêcher un culte de faire on sait pas quoi ou un grand ancien d'arriver. Puis le système d'action, dans le fond, c'est ça qui est... Les 2 choses les plus intéressantes, c'est l'aspect narratif du jeu, parce qu'au fur et à mesure qu'on rencontre des créatures et qu'on avance, on découvre des choses. L'histoire est super intéressante, puis c'est intéressant comment c'est amené. Là. Il y a des decks de cartes préconstruits pour chaque histoire. Fait qu'on va explorer ces histoires-là, rencontrer des monstres, rencontrer des éléments narratifs, des histoires, des personnages à l'intérieur de ça qui sont intéressants. Il y a des cartes qui vont se rajouter à notre deck de cartes, qu'on se rajoute parce qu'on rencontre un nouvel allié, fait que ça vient dans notre deck. Des trucs comme ça, c'est super intéressant. Puis le système d'action, c'est un système d'action de prise de risque en quelque sorte. On a un gros sac de jetons. Puis on essaie de prendre l'action, j'essaie d'enquêter. On me dit que la difficulté c'est 2. Moi je regarde ma valeur en enquêter, j'ai 3. Fait que je vais piger un jeton dans un sac qui va être un modificateur positif ou négatif. Puis je vais l'appliquer à ma valeur, puis je vais la comparer avec la difficulté que j'essaie de faire, égale ou plus haut, je le bats, puis j'ai réussi à faire l'action. Et les cartes qu'on a en main, ce sont des. On peut prendre des actions pour jouer, se donner des équipements ou des trucs, des actions spéciales, plus de choix d'actions. Mais ils ont tous une série d'icônes sur le côté, puis quand je prends des actions, je peux sacrifier les cartes que j'ai dans ma main pour me donner des bonus à des jets, tout l'aspect prise de chance. Fait que je vais décider. Moi j'ai 3, la difficulté c'est 2, je prends pas de chance, je me mets un plus 2 des fois que je pige le moins 3 puis que je veux réussir l'action à tout prix, puis finalement je pige plus 4 puis je l'ai vraiment réussi, mais j'ai sacrifié des cartes pour rien, ou dire j'ai 4, c'est 2, je suis quasiment sûr de l'avoir, j'ai une chance sur tous les jetons qui sont là-dedans, ou 2 chances de piger de quoi qui fait que je le rate, je pige le truc qui fait que je le rate, maudine de bine. Fait que cet aspect-là de prise de chance est intéressant, puis si on est sur la même case qu'un allié, on peut l'aider en sacrifiant des cartes pour lui. Je peux prendre en charge les ennemis qui sont sur mon allié. Si moi je suis bon en combat, je peux me déplacer pour aller ramasser tes ennemis, pour que tes ennemis se battent contre moi au lieu de se battre contre toi, pendant que toi tu fais l'enquête parce que t'es meilleur là-dedans. Fait que l'aspect de collaboration il est très intéressant. Comme le Seigneur des Anneaux, c'est un jeu de cartes à 2 joueurs de base, mais si on achète 2 boîtes de base, on peut jouer à 4.
Mais à 2, je pense que c'est là qu'ils brillent le plus. Puis comme le Seigneur des Anneaux, on a, je pense, 2-3 parties dans la boîte de base. Puis après, il faut commencer à acheter des extensions pour faire des nouvelles campagnes, puis etc. Fait qu'on en attend d'ailleurs quelques-unes impatiemment pour pouvoir les essayer. Mais c'est un super beau jeu, super bon jeu. Je l'aimais assez pour acheter des ressources, la version améliorée des ressources, puis le tapis de jeu là, pour faire ça. C'est un univers que tu aimes beaucoup. C'est un univers que j'aime beaucoup. Peut-être qu'on réentendra parler d'autres jeux de cet univers-là avant la fin du top 100. Mais c'est un univers que j'adore, l'univers de Cthulhu, l'univers de H.P. Lovecraft. Fait que j'aime beaucoup ça. Puis c'est un jeu qui présente bien l'aspect narratif dans un jeu simple. Rapide d'accès, une fois qu'on le comprend, parce qu'honnêtement, le livre de règles n'est pas idéal, là. C'est pas super, c'est comme le Seigneur des Anneaux avait le même défaut, là. C'est pas facile à prendre en main la première fois, mais une fois que c'est fait, c'est un jeu qui se joue bien, qui joue simplement, qui joue rapidement, 1 heure, une partie, c'est réglé. Puis on a un bel aspect narratif, puis il y a vraiment un aspect de campagne. Tu as une petite fiche que tu coches des choses dessus selon ce qui est arrivé, que tu écris des choses après ta partie, genre tel cultiste a réussi à se sauver, fait que ça se peut qu'il revienne dans une partie plus tard. Fait qu'il y a un aspect de campagne qui est intéressant, plus je trouve que le Seigneur des Anneaux, parce qu'il y a des choses qui se suivent de façon plus concrète entre les parties dans ta campagne. Fait que donc, Horreur Arkham, le jeu de cartes, mon choix numéro 32. Et finalement, ce dernier choix pour cette tranche de 10 jeux, c'est un choix qui a déjà été nommé, qui est beaucoup plus loin chez David que pour moi. Je pense que je l'ai apprécié davantage, mais il va être d'accord avec moi pour dire que c'est un excellent jeu. Et j'ai nommé Vast de Crystal Caverns. J'aime l'aspect asymétrique de ce jeu-là. Pour résumer rapidement, dans Vast, chaque joueur, dans un monde idéal, on joue à 4 ou à 5. C'est là que pour moi il brille le plus. Mais si on joue à 5, par exemple, tous les rôles du jeu de base vont être utilisés. Fait que chaque joueur va se choisir un rôle. Il y a le chevalier qui veut battre le dragon. Il y a un dragon que lui veut se réveiller et recouvrir toute sa puissance ancienne et se sauver de la caverne. Il y a un voleur qui est maudit puis qui veut retrouver des trésors pour briser sa malédiction puis fuir la caverne. Il y a des gobelins qui veulent tuer le chevalier, puis il y a la caverne elle-même qui veut prendre le plus d'extensions possible pour ensuite s'écraser et tuer tout le monde. Et chaque joueur a un rôle vraiment différent, puis un système de règles complètement différent. Il n'y a pas grand-chose en commun, à part peut-être les règles de déplacement. Puis encore là, non, sont différentes d'un joueur à l'autre. Il n'y a rien de commun. Il n'y a rien qui est en commun d'un joueur à l'autre. Fait que dans ses principales défauts, tout en partant, il est difficile à expliquer. Là. La première partie est aussi longue à expliquer qu'à jouer, puis ça prend 1h30 jouer le jeu. Ouais. Fait que c'est très très difficile à expliquer parce qu'il faut que le joueur qui explique le jeu le maîtrise très bien, puis explique tous les rôles à tout le monde. Parce qu'il faut avoir un minimum de connaissance de qu'est-ce que les autres rôles font pour être capable d'y mettre leur bête. Parce qu'on interagit avec eux autres. Parce que tout le monde interagit avec tout le monde. Mais c'est tellement satisfaisant comme expérience de jeu. Les parties sont tendues, c'est serré, c'est rare qu'il y en a un qui gagne et que les autres sont pas tous proches de gagner aussi. Avec l'extension, on ajoute en plus des nouveaux rôles qui sont originaux. La licorne est difficile à jouer. Tu peux pas te tourner comme tu veux. Tu joues des cartes, tu te téléportes dans tous les sens. C'est chaotique au dernier degré. Mais il y a un rôle qui est un peu moins intéressant dans l'extension. Mais sinon, c'est un jeu super bien équilibré, des règles simples à suivre, des aides de jeu extrêmement efficaces. C'est un peu aussi le père spirituel de Root, là, qui est sorti plus récemment. Root. Qui est un peu le même principe, mais dans un jeu compétitif. Là. Que j'ai l'impression que si on avait fait un top 100 plus tard, Root, ça serait ramassé sur la liste de quelqu'un qui est à ma gauche. Ça se peut, mais là, j'ai joué après qu'on ait commencé à enregistrer, fait qu'il sera pas dans mon top. C'est drôle parce qu'il est à la table présentement en face de nous autres. On l'a juste ici, il est en train de préparer la vidéo. Mais bref, c'est un peu le père spirituel, c'est un jeu. C'est le jeu le plus asymétrique que j'ai connu, à part peut-être le Dune des années 70. Là, fait que ça fait un bout de temps. Ouais. C'est un des jeux les plus asymétriques que je connais, vaste. Puis ça rend l'expérience de jeu extrêmement satisfaisante où chaque joueur a vraiment son système de règles à lui, il est satisfait dans ce qu'il fait à lui. Puis même les mécaniques de base du jeu, le chevalier c'est des points d'action, le dragon c'est gestion de main de cartes. Chaque joueur c'est complètement différent. Ouais. C'est vraiment un super beau jeu, super agréable, des belles composantes en plus, surtout si on a l'extension figurine et amélioration de composantes. Fait que 31 Vast de Crystal Caverns. Excellent choix. Ouais. Moi, j'y vais avec un jeu vraiment simple pour mon numéro 31. C'est un jeu que tu as déjà nommé, je pense, de mémoire. Il s'agit de Custom Heroes. Oui. Donc, Custom Heroes, le trou de cul pour gamer. Donc, on va avoir des cartes numérotées de 1 à 10 et on va avoir des espèces de cartes transparentes qui vont être des améliorations en fait qu'on va pouvoir insérer dans les cartes pour pouvoir augmenter leur valeur
pour leur donner des petites habiletés. Donc on pourrait finir par jouer une carte qui vaut 19 pendant la partie. Puis les autres sont comme, ben là, on est 19. Ou jouer une carte qui vaut moins 5. Ouais, une carte négative, ça c'est drôle. Parce que c'est difficile à jouer. Parce que c'est un jeu de levée en fait. Fait qu'il faut toujours jouer des cartes qui sont égales ou plus hautes à la carte qui a été jouée précédemment. Et on va jouer comme ça jusqu'à temps que tout le monde ait passé son tour, sauf le dernier joueur qui a joué, pour pouvoir ensuite partir une nouvelle levée. Et le but va être de te débarrasser de tes cartes le plus vite possible pour marquer le plus de points possible. Et quand un joueur réussit à gagner une ronde en possédant déjà 10 points et plus, il va remporter la partie. Ouais, parce que contrairement au trou de cul, il y a une condition de victoire dans ce jeu. Trou de cul, on arrête de jouer quand on est tanné. Bon, ça fait comme 2 heures qu'on joue, on arrête dessus. Ouais. Ah, qui a gagné? Personne qui a gagné, en tout cas. Bref. Un visuel un peu manga aussi, qui est quand même très bien. Du super beau matériel, des sleeves de qualité aussi. Les plastiques, c'est le même transparent que dans le jeu Mystic Vale. Donc encore une fois, du super beau matériel, une toute petite boîte, une trentaine de dollars. Donc vraiment très abordable comme jeu pour la qualité que vous allez avoir. Super plaisant, encore une fois, un jeu qui pourrait se jouer avec plusieurs personnes. Tu pourrais jouer avec ta grand-mère qui est habituée de jouer au trou de cul parce qu'elle connaît déjà 85% des règles. Ouais, c'est ça. C'est étrange à jouer parce que pour des non-québécois, disons, en tout cas, je sais pas si le trou de cul c'est un jeu qui est populaire dans d'autres pays. En Europe, ça s'appelait ça comment, le trou de cul? Mais ici, c'est un jeu tellement connu que quand tu passes, bon, tu te rappelles le trou de cul? Ouais, ok, on part de ça, on va t'expliquer c'est quoi les différences entre le trou de cul. Puis ça va aller plus vite, ça prend 5 minutes à expliquer. Donc, Custom Heroes, ça a vraiment été un hit et c'est mon numéro 31. Excellent choix. Et voilà, c'est ce qui conclut ce segment pour les numéros 40 à 31. Ouais. On se rapproche tranquillement de la fin. On arrive avec des gros jeux, là. Donc, de plus en plus de croisements aussi. Oui, on en a eu. Moi, j'en ai eu juste dans la dernière batch. J'en ai eu 4 sur ma liste à moi, plus 2 ou 3 sur la tienne. Ouais, quand même. Donc, faites-nous savoir ce que vous pensez de ces choix-là. Laissez des commentaires en dessous de la vidéo. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, mais vous pouvez cliquer les petits bonhommes ici en bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram ou visiter notre page Patreon si vous voulez nous encourager. Et donc, on va se revoir bientôt pour le prochain segment où on embarque dans les 30 à 21. Donc top 30 bientôt. Donc, à la prochaine et continuez de gamer.